Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, plongeons-nous dans le 16e classique d'animation des studios Disney, sorti en 1959, La Belle au bois dormant ou Sleeping Beauty en version originale, adapté des divers contes, soit version Charles Perrault, soit des frères Grimm, et réalisé en tant qu'animateur principal par Clyde Geronimi, qui avait déjà officié sur Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, La Belle et Clochard, et qui fera après Les 101 Dalmatiens, un grand nom du studio à l'époque. Assisté ici d'autres personnes, notamment de Wolfgang Rettermann, qu'on ne présente plus. Et il s'agit du dernier conte de fées de cette époque Disney, puisque après, le patron, Walt, a voulu changer de fusil d'épaule, pas forcément satisfait du résultat, ou vexé par un box-office, on va dire, au succès modéré, même s'il y aura eu après, évidemment, par les sorties en version physique, d'autres, et puis même ressorties en salle, gens qui sont allés le voir, et au final, c'est quand même un métrage culte de la firme. Évidemment, La Belle au bois dormant intervient après Blanche-Neige et les Sept Nains, dont j'ai parlé l'année dernière, ou Cendrillon, et ça se voit. En version doublage français, moi j'ai revu ici, enfin consciemment vu en tout cas, la version 1981, je vais revenir sur ce point, où vous pouvez reconnaître notamment Janine Fornet dans le rôle de la princesse Aurore, et pour les fées marraines, nous avons Paul Emmanuel, Mike Dara et Janine Fraison. Et il y a aussi Guy Chapelier, ou une petite apparition de Roger Carrel. Alors, vu consciemment là, parce que c'est le genre de long métrage Disney que je pense avoir découvert à l'enfance, mais je n'en suis pas sûr. Il faut dire qu'il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, si ce n'est quelques images, quelques scènes, qui évidemment m'ont sauté aux yeux là. Donc je vais considérer que c'est une découverte pleine conscience, vraiment à 100%, avec la certitude de l'avoir vu maintenant de A à Z. Et donc je ne suis pas attaché de base à ce Disney, vous l'avez compris, fatalement. Mais je m'étais dit qu'un jour il fallait que j'en parle, et là comme on entre dans la période automnale, tout ça, je me suis dit que ce serait bien de l'évoquer. L'histoire donc de Aurore qui, dès l'enfance, voit son destin tout tracé. Hein. C'est l'époque médiévale, c'est une petite fille qui va naître, très désirée par ses parents, et qui sera promise au prince Philippe par la suite. Et son apparition dans le monde est célébrée notamment par l'arrivée des 3 fées marraines, en mode les 3 rois mages, hein, grosso modo, qui viennent avec des offrandes, si on veut. L'une va lui donner la beauté, hein, en faisant d'elle une petite fille blonde merveilleuse. Oui, c'est les canons de l'époque aussi. Hein. L'autre, une belle voix pour qu'elle puisse chanter, parce que c'est un Disney, donc il va y avoir des chansons. Et la troisième, ben, on ne saura jamais ce qu'elle voulait lui donner. Peut-être une personnalité, parce qu'en fait, la princesse Aurore, la pauvre, elle va subir après, fatalement. Mais intervient la méchante Maléfique, évidemment, qui est une représentation de la fée Carabosse, hein, bien sûr, qui va empêcher ce troisième nom et en plus la maudire, la petite Aurore. C'est-à-dire qu'à son 16e anniversaire, elle se piquera le doigt et tombera dans un, j'allais dire dans un sommeil éternel, dans un sens oui, mais la troisième fée marraine, qui ne peut pas conjurer ce sort, va l'atténuer, promet qu'au bout de 100 ans, elle sera réveillée par un prince, au bout de 100 ans, ou pas, parce que ça sera bien avant hein, dans le film. Et en attendant, pour la protéger éventuellement de tout ça, Aurore est emmenée loin du château, aux grandes dames des parents, par les 3 fées marraines qui vont devenir les 3 mères ou grand-mères de substitution, si vous voulez, et l'élever sous le nom d'Églantine, ne lui disant pas qu'elle est la princesse possible et tout. Et elle cache leur pouvoir, les fées marraines. Sauf qu'arrivé le 16e anniversaire, elle va lui offrir des cadeaux et tout, alors, ça se dispute, hein. Une rose bleue, une rose rose, oui, attention. Hein. Bon, parce que c'est pas pour la question d'identité ici, c'est parce qu'il y a une marraine qui est habillée en bleu et l'autre en rouge-rose, hein, tout simplement. Bon, elles commencent à utiliser leur pouvoir, c'est pas bien ça, parce qu'elles attirent l'attention notamment du corbeau de Maléfique, qui est là, qui enfin va retrouver la trace de la petite Aurore. Elle qui pendant 16 ans a laissé ses sbires à tête d'animaux, là, chercher un bébé. Ou pas très malin, ouais. Et entre-temps, parce que tout se mélange dans la forêt magique, alors que Aurore chante l'une des chansons cultes du film, eh bien, elle va rencontrer un prince qui ne pense pas qu'elle est princesse. Et ça, c'est la prédestination. Il s'avère que c'est le prince Philippe qui est le vrai prince potentiel. Donc, quoi qu'il arrive, le destin se rappelle à elle. Voilà, Aurore. Mais justement, son destin, c'est aussi de subir à l'âge de 16 ans le sommeil potentiellement éternel. Et c'est ce qui va arriver, puisque vous connaissez l'histoire de La Belle au bois dormant, quand même, hein, avec le prince qui la réveille d'un baiser. Il n'y a pas de surprise, ici on peut tout spoiler quand même, non? Un peu, allez. Bon, et c'est quand même sympathique, mais voilà, ça c'est le genre de film d'animation où tu te dis que c'était les codes de l'époque. Il faut replacer dans un contexte particulier. La place de la femme ici n'est pas vraiment
au top. J'ai même envie de dire que Cendrillon, c'est un peu plus progressiste dans l'absolu, alors que c'est sorti 9 ans avant, que La Belle au Bois dormant. Dès que la petite fille va devenir la princesse, bon là, c'est son héritage, mais va épouser ce prince, et que à la fin, ce prince va la réveiller d'un baiser non consenti, d'un sommeil, bon, bah oui, forcément. Et puis, oui, elle n'a pas de personnalité. Moi, je suis persuadé que la troisième fée marraine allait lui donner ce don-là, quelque chose de réflexif et tout, mais elle se laisse berner et bercer par ses illusions, par ses envies de rêve, forcément, parce qu'elle rêve d'avoir le prince charmant aussi. Magnifique scène hein, dans la forêt avec les animaux qui, les uns sur les autres, sont déguisés avec la cape pour faire le fameux prince, un jour mon prince viendra, mais c'est pas ça, pas la même chanson. Non, il y a autre chose ici niveau musique, mais très très bien hein, d'ailleurs, le générique d'ouverture, très connu évidemment, magnifique, vraiment. Honnêtement, les chansons elles sont bien dans le film, mais c'est un peu vieillot dans l'ensemble. C'est trop rapide aussi, c'est-à-dire que la fin par exemple, qui est assez épique, dans un magnifique château, dans une montagne, avec un décor presque halloweenesque, hein, parce que c'est bientôt Halloween finalement. Oui, là, ça marque. C'est très très fort. Hein. Ça peut rappeler certains visuels de Fantasia, notamment quand c'est bien sombre, hein. Ou Pinocchio, si vous voulez. Mais c'est trop bref, trop saccadé. Voilà, transformation en dragon, tout ça. Maléfique, évidemment, c'est la méchante princesse fée, enfin plutôt fée du coup. Ici, Claire, c'est pas la reine de Blanche-Neige, mais il y a une influence, bien sûr. C'est évident. En plus, elle se métamorphose en dragon et moi, ça me rappellera toujours un film d'animation Disney qui n'est pas un classique, que j'aime beaucoup, dont je parlerai un jour, c'est La Bande à Picsou avec Merloc, hein, le magicien qui se transformait aussi en plein d'animaux. Bon, c'est le même trope, quoi. Pactise avec le diable, hein, si vous voulez. Elle est maléfique, tout simplement. Maleficent. Et oui, c'est quand même très fort dans la caractéristique, et je trouve que ce personnage est badass en soi. Mais on va dire que ces justifications d'action, c'est juste parce qu'elle n'avait pas été invitée à la base à la naissance d'Aurore. Elle est un peu rejetée parce qu'elle est méchante, mais elle est méchante parce qu'elle est rejetée, on ne sait pas trop. Enfin, vous voyez, ça c'est le genre de choses, c'est juste, c'est un conte de fées, quoi. Je ne sais plus, parce que je les ai lus, enfin je crois que c'est celui de Perrault que j'ai lu plus jeune, si c'est un peu plus poussé dans ça, dans ces versions écrites. Les frères Grimm, ça va être encore plus sombre, remarquez. L'aspect sombre au final doit être plutôt des frères Grimm que de Charles Perrault, par exemple. Mais bon, ouais, ça manque de caractérisation. Je ne sais pas si le film en live action de 2014 a essayé quelque chose là-dessus, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si je le verrai. Pas forcément dans l'absolu là bientôt, mais bon, peut-être qu'un jour je m'y intéresserai. Mais donc oui, il y a des scènes très marquantes et qui sont belles en soi. Bon, la scène avec les animaux dans la forêt dont je parlais tout à l'heure, là, ça rappelle un peu Blanche-Neige aussi, hein, forcément. C'est un peu le film qui fait j'ai envie de dire, le bilan de cette époque conte de fées à la Disney, presque en revenant en arrière sur certains points, et on sent que c'est déjà dépassé pour la fin des années 50, même si c'est pleinement dedans, notamment dans la morale et tout. C'est à la fois pour les petites filles et tout, mais ça peut parler aux garçons aussi, c'est tentative de trouver un public plus large, et peut-être que c'est pour ça que ça n'a pas eu un ultime succès non plus, parce que je pense que les jeunes garçons étaient saoulés, c'était pas forcément ce qu'ils voulaient, et puis les petites filles, au final, si elles avaient vu Cendrillon avant, elles étaient peut-être plus attachées à cette histoire, quoi. Je ne sais pas. Ça fait un peu quand même, ouais, personnage naïf et niais de la princesse. Les petites filles, elles avaient peut-être pas envie de se reconnaître en elles non plus. Hein. S'affirment aussi, les petites filles, quand elles sont très très jeunes, à 6-7 ans et tout. Donc voilà, elles ont d'autres aspirations. Déjà à la fin des années 50 en plus. Donc c'est vrai que c'est... Voilà. Mais on retiendra quand même de belles musiques, de belles couleurs, beaux décors. Surtout les décors, parce que les chara-design, bof. Mais il y a quand même un travail sur les architectures, sur des scènes un peu magiques, forcément, aussi. Bon, l'aspect, le livre qu'on déroule, ça c'est hyper classiquissime, hein, évidemment. Mais puis, les trois fées qui se prennent la tête, tout ça, des petits trucs un peu drôles, un peu gaguesques. Un peu à l'image des sept nains dans Blanche-Neige, hein, si vous voulez, mais un mélange avec la fée marraine et les sœurs, si vous voulez, les belles-sœurs, du coup, dans Cendrillon. Enfin, voilà, il y a tout un truc là-dessus qui fait que tu as l'impression qu'ici, on se repose un peu sur les lauriers du côté de Disney, on fait un résultat final fort agréable quand même, avec évidemment un contexte d'époque, hein, parce que là, c'est un peu rétrograde, clairement. Mais c'est pas hyper inoubliable, si ce n'est quelques scènes intéressantes, qui sont souvent trop brèves. Voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est court, mais bon, c'est un peu, on va dire, l'apanage de beaucoup de films Disney de l'époque, en animation, et que tu sens que ça peut projeter ailleurs, quoi. Les scènes un peu sombres, justement,
y a presque une danse maléfique, là, des sbires de Maléfique, c'est drôle, j'ai même pas fait exprès, vers la fin et tout. Il y a voilà, le contexte de cette montagne-là, il y a des choses qui peuvent ensuite annoncer pas mal de Disney qui seront faits plus tard, mais ça manque un petit peu voilà, de force sur certaines choses, et tu as un peu l'impression qu'à vouloir tout mettre un petit peu de ce qu'on a déjà fait avant, on passe à côté de quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus marquant, si ce n'est les musiques. Il n'y en a pas énormément en plus, donc ça c'est bien, c'est pas non plus jusqu'à plus soif, mais c'est pas un Disney que je vais garder ultimement dans mon cœur. Je suis quand même content de l'avoir complètement vu, parce que clairement, évidemment, les images, notamment de Maléfique, tu les as en tête, mais à part ça, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, surtout si vous y êtes attaché, hein, de l'enfance et tout, parce que c'est aussi pour ça que je mets ces films-là en avant de temps en temps, c'est pour partager avec vous des souvenirs que peut-être je n'ai pas. Et parce que je parle de tous les cinémas sur la chaîne, de toutes les époques, hein, donc je ne me prive pas, quand je replonge sur un classique comme ça et que j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, voilà, de vous faire part un petit peu de mes ressentis, de mes humbles analyses. Allez, à vous la parole en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.